tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité à l'ordre du jour de cette semaine. Une question, doit-on limiter la recherche médicale ? Les états généraux de la bioéthique organisés depuis 6 mois en France se sont achevés ce mardi à Paris. Un rapport final doit être transmis au président de la République en prévision de la révision de ces lois de bioéthique pour l'année prochaine. Ces lois, alors, doivent-elles tenir compte des avancées de la recherche ? Faut-il libéraliser, par exemple, l'aide médicale à la procréation ou encore l'utilisation des cellules de l'embryon ? Y a-t-il des limites au diagnostic prénatal ou bien aux tests génétiques ? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Jean-Luc Mouton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme. Samuel Pruvot, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire catholique Famille chrétienne. Alors, avant de vous passer la parole, je vous propose un premier point de vue sur ce débat. Vous connaissez Jean-François Mattei, c'est un médecin, il préside la Croix-Rouge, mais il a aussi été ministre de la Santé. C'est d'ailleurs une rencontre à laquelle vous aviez participé, Samuel, avec Emmanuel Pella, dans le cadre d'un partenariat avec votre hebdomadaire Ecatio. Je vous propose d'écouter Jean-François Mattei. Quand vous additionnez le choix, au regard du diagnostic prénatal, de 100 couples confrontés avec une grossesse concernant un enfant gravement handicapé, et que 99% font le choix de l'interruption de grossesse, chacun d'entre eux ne fait pas un choix eugénique, mais l'addition de toutes les décisions individuelles qui vont dans le même sens dessine une société eugénique. Et donc, ça veut dire que collectivement, et d'une manière qui n'est pas concertée, qui n'est pas consciente au niveau collectif, nous dessinons une société qui refuse le handicap et qui préfère choisir l'élimination de l'enfant à venir handicapé plutôt que de le conduire à son terme. Il y a aujourd'hui une sorte d'argument qui consiste à dire « mais alors vous êtes contre le progrès ? Vous n'êtes pas moderne ?» Je pense que ce culte de la modernité et du progrès à tout va, qui consiste à dénigrer ceux qui émettent de temps en temps un jugement de prudence, de sagesse, d'attente, en disant « attendez, on va voir », eh bien, ce culte de la modernité est une des formes modernes de la bêtise. Je crois que le progrès, oui, naturellement, et ce n'est pas le médecin, le scientifique que je suis qui va vous dire le contraire, mais le progrès doit être au service de l'homme et pas l'homme un instrument du progrès. La recherche va plus vite que la pensée, et donc, par définition, le monde devient impensable. Et les gens sont un peu perdus. Le monde devient impensable. Leurs pensées n'arrivent pas à accrocher la découverte scientifique et ils n'arrivent pas à se faire une opinion là-dessus. Je trouve que c'est extrêmement préoccupant et c'est pour ça, je pense que non seulement il faut qu'il y ait une éducation des consciences, mais il faut probablement fixer des principes généraux qui ne soient pas seulement des principes adaptés à telle ou telle découverte. Nous avons besoin de réfléchir sur l'homme dans la durée. Je pense que notre société doit, dans la pluralité, dans la diversité, montrer les différents types de valeurs qu'il peut y avoir. Alors Jean-Luc Mouton, Jean-François Mattei disait la recherche va plus vite que la pensée. Alors il y a eu les états généraux de la bioéthique. Est-ce que vous pensez qu'on a pris le temps de réfléchir à l'occasion de ces états généraux ? En tout cas, il faut déjà souligner un point qui est intéressant et qui est positif, c'est que pour une fois, on a pris le temps de faire des débats un peu partout en France. Moi, je trouve que cette démarche est tout à fait remarquable. Ça a déjà existé, on a déjà eu des débats sur les questions éthiques, mais de prendre le temps, il y a eu des débats un peu partout, et pas dans seulement tout le des pays. Experts, là, pas seulement des experts. J'ai l'impression qu'on a débattu dans différents lieux. Et ça, je trouve que cette initiative gouvernementale tout à fait intéressante. En tout cas, tout le monde a pris conscience, ce que dit Jean-François Mattei, est remarquable. On a pris conscience que la recherche et la science allaient plus vite que la musique, que nous-mêmes, que la pensée. Et donc, je pense que cette étape-là de la réflexion, on n'a pas abouti, on est peut-être au milieu du gué, mais je trouve que, déjà, je souligne ça il me semble que c'est remarquable. On voit
on est en train de s'apercevoir qu'effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. La famille chrétienne, Samuel, vous avez aussi fait un constat plutôt positif de ces états généraux? Le constat est plutôt positif. Je voulais revenir juste sur l'interview de Jean-François Mattei. C'est vrai que ce qui est très lumineux et surtout très fort, c'est quand Jean-François Mattei, qui n'est pas réputé pour être un homme violent et sans réflexion, vous explique calmement qu'en France, en 2009, il y a un eugénisme de masse. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout dire dans un entretien de 45 minutes. Là, on avait des morceaux choisis qui étaient passionnants. Mais un des moments les plus forts, c'est quand il nous dit « En France, il y a un eugénisme de masse ». Donc on lui a fait dire « Non, mais peut-être que le mot est mal choisi, monsieur Mattei. Eugénisme, c'est très compliqué. Et puis de masse, ça fait beaucoup. Une tentation. » Mais... C'est une tendance. Et donc, il a martelé son propos. Il y a un eugénisme de masse. Alors moi, je traduis ça avec des mots non scientifiques parce que je ne suis pas ni ancien ministre de la Santé, ni encore généticien. Il faut peut-être, je vous interromps, Samuel, le rappeler pour nos téléspectateurs. Il faisait allusion naturellement à la technique du diagnostic prénatal qui permet bien sûr de repérer notamment un des principaux handicaps, la trisomie 21. Exactement. Voilà. Il a dit que 99% des familles choisissent l'avortement thérapeutique. L'intervention thérapeutique de grossesse. La différence entre la France de 2009 et puis la Sparte de l'Antiquité, c'est que Sparte, c'est Sparte plus les nouvelles technologies. C'est-à-dire à Sparte, enfin bon, c'est dans les livres d'histoire, hein, à Sparte, c'est une société quand même civilisée, ce pas des barbares, ce pas des Visigoths, ni des Huns. Mais à Sparte, en fait, chaque enfant à la naissance était examiné, et s'il répondait aux critères, eh bien cet enfant avait le droit de vivre, et s'il ne répondait pas aux critères, eh bien il était jeté par-dessus la falaise. Et finalement, il était né quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, oui, mais enfin, cependant, là, la question du dépistage, c'est au nom de quels critères peut-on dire, moi, j'estime qu'un embryon est un être humain. C'est le débat qu'on peut avoir. Oui. Mais à partir de quels critères peut-on dire un homme a le droit de vivre, un homme n'a pas le droit de vivre? Alors, avant éventuellement de rentrer dans tel ou tel point particulièrement sensible, notamment dans tout ce débat sur la bioéthique, j'avais une autre question à vous poser. On a eu le sentiment que les églises étaient particulièrement partie prenante dans ces débats. L'Église catholique a fait un travail assez considérable au cours de ces derniers mois. Du côté de la Fédération protestante, un rapport, une réflexion a été menée. Est-ce que c'était également une nouveauté ou ça vous paraît répondre à la position normale des églises sur ces sujets de société? En tout cas, c'est certain que sur une question comme celle-là, que les églises interviennent dans le débat, que les forces morales interviennent dans le débat, ça me paraît une évidence. Donc les églises font partie, et ça c'est bien. Je ne sais pas si c'est pas vraiment nouveau, les églises ont toujours réfléchi sur ces questions éthiques et biotechnologiques. Mais là, ce qui s'est passé effectivement au niveau de la Fédération protestante de France, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait en commun, et vous savez que les protestants, et c'est ce qui est devenu plus compliqué depuis quelques années, les protestants ils ont toujours été divisés, c'est une tradition chez nous. Ils sont divers. Mais là, ils sont extrêmement divers, ça va de luthéro-réformés qui sont assez libéraux sur des questions éthiques, qui sont prêts par exemple à accueillir des couples homosexuels, et puis vous avez de l'autre côté du spectre, des évangéliques qui refusent absolument ça et qui sont sur les positions de l'Église catholique, même parfois encore plus ultra, on voit ça aux États-Unis, mais il y en a quelques-uns en France. Donc la question c'est comment faire l'unité sur des questions éthiques avec cette immense diversité. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que la Fédération protestante de France a pris l'initiative de réunir toute cette diversité théologique, tout l'échantillon sur le spectre, et pour discuter de ces questions, et ils sont arrivés à ce qu'on appelle en jargon théologique un consensus différencié, c'est un joli mot pour dire qu'il y a consensus, mais il y a des différences qui sont respectées, et il y a un texte commun sur quelques références et quelques points forts communs, et qui est nouveau. Ça c'est tout à fait intéressant, parce que la Fédération a pris une position sur différents points, en rassemblant le maximum de personnes, tout en respectant les différences sur tel et tel point. Donc le travail est tout à fait remarquable, il est à souligner, parce qu'il est la première fois qu'on arrive à un tel consensus différencié. Samuel, l'Église catholique est plus centralisée. Vous vouliez peut-être répondre là-dessus? Je voulais plus homogène, l'Église catholique sur là-dessus. Donc c'est plus facile. On est ce qu'on est. En tout cas, non, je voulais donner une petite anecdote sur ce sujet, que l'on soit protestant ou catholique. C'est une anecdote qui vient de M. Leonetti, qui lui avait pour mission, donc il est député, il avait pour mission, c'est pas la première fois, de présider à ces États généraux. Et c'est des confidences qu'il nous a faites et qu'il a faites, je crois, à d'autres journalistes. Il était très impressionné de voir que les chrétiens en général, et les catholiques aussi, étaient vraiment, alors je ne sais pas si c'était son expression, mais je résume comme ça, maillot jaune sur les questions de bioéthique. C'est-à-dire, ils prennent ces questions au sérieux, ils travaillent, parce que la bioéthique, c'est des questions compliquées, et ils sont des forces de proposition.
par rapport à d'autres peut-être parties de la société civile qui n'a pas encore cet éveil au caractère crucial et important, les chrétiens et les catholiques aussi sont vraiment, comment dire, aux avant-postes des questions bioéthiques, parce que les questions bioéthiques, ce n'est pas des questions pour des juristes ou des grands scientifiques, c'est des questions vitales, de la vie. aux questions essentielles, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit en gros de bidouiller un homme et jusqu'à quel point, et donc ça concerne nous-mêmes, nos enfants, nos parents, et donc c'est vraiment la question la plus basique après la baguette de pain, quoi. Alors, Ou avant. vous faisiez allusion à une certaine difficulté à trouver une position commune à travers les églises protestantes très diverses aujourd'hui. J'avais en effet envie de vous poser la question, et ça vaut aussi pour du côté catholique. On sait que sur certaines prises de position, notamment du magistère de Rome, ça n'a pas toujours été très simple par rapport notamment à l'assistance médicale à la procréation pour les couples déjà existants. Est-ce que vous avez le sentiment que s'il y a encore des clivages, ou tout au moins des différences de point de vue, on retrouve un peu curieusement les mêmes courants de pensée entre d'un côté chez vous les évangéliques et opposés aux réformés luthériens, et du côté de l'Église catholique, des tendances plus traditionnelles par rapport à des tendances plus, appelons-les, conciliaires, progressistes. Est-ce que vous pensez que les clivages traversent les confessions chrétiennes et qu'il peut y avoir en effet des réponses différentes? Absolument, les clivages traversent les confessions chrétiennes, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le monde protestant, les positions des églises évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, sont extrêmement proches des positions de l'Église catholique. Ils sont entièrement calqués sur l'Église catholique. Et le pape, d'ailleurs, s'est pas trompé. Il y a des éléments, il y a des discussions qui se sont passées entre l'évangélique et le Vatican. Et je crois que Benoît XVI a clairement dit que ces gens-là, cette frange-là de l'Église, d'abord était dynamique, et deuxièmement était sur des positions éthiques qu'il reconnaissait parfaitement valables. Alors, par contre, le consensus s'est fait sur quelques points. Un des points qui est intéressant, c'est qu'au fond, vous savez qu'une des grandes questions, c'était est-ce que, par exemple, pour la procréation médicalement assistée, ou toute la question des couples, est-ce que finalement la famille, est-ce que tout doit se passer dans le cadre de la famille, ou est-ce qu'on peut accepter que des couples homosexuels aient des enfants, que des familles monoparentales aient des enfants, etc. Et là, il y a un consensus qui se fait autour de la famille, une espèce de retour en disant aujourd'hui quand même, au fond, on est en train de détruire petit à petit la cellule de base de la société, et il faudrait peut-être que nous tous chrétiens, nous insistions là-dessus. Et là, il y a un retour, non pas aux valeurs traditionnelles, mais en disant la famille est la situation normale, simple et juste pour élever des enfants, pour faire développer une famille. Et donc, tout se passe peut-être prioritairement dans ce cadre. Ce qu'on n'arrivait pas à dire quelques années. Donc, la présence des évangéliques a fait que, dans le débat, les choses ont un petit peu bougé dans l'appréciation générale de la Fédération protestante, donc des protestants. Donc, tout a agi sur chaque côté, quoi. Vous citiez ce consensus qu'on retrouve en quelque sorte pour poser des limites, notamment à cette assistance médicale à procréation. On note, d'ailleurs, on remarque dans les forums citoyens qui se sont passés dans les provinces, en France, on retrouve également ces limites qui ont été posées. Question des limites, oui. Samuel Pruvot, il y a aussi un autre point sur lequel il me semble qu'un consensus s'est fait pour poser des limites, c'est la gestation pour autrui, autrement dit les mères porteuses. Est-ce que ça vous satisfait de savoir qu'en fait, la France, en quelque sorte, Église ou pas Église, se retrouve dans le même souci de poser des limites? J'allais dire que c'est un consensus, c'est pas pour faire plaisir à Jean-Luc Mouton, ni à Réforme, mais c'est un consensus biblique, que l'on soit croyant ou non croyant. C'est-à-dire que le décalogue, en fait, je pense qu'on aura la même lecture, c'est l'idée que l'interdit, c'est pas pour le plaisir de taper sur quelqu'un et lui dire pampan cucu, c'est dire l'interdit est fondateur. Et donc le décalogue qui dit entre autres tu ne tueras point, ce n'est pas donc pour faire du mal aux gens ou pour réprimer leurs pulsions, parce qu'ils pourraient se faire plaisir en tuant les autres, c'est la fondation sans laquelle en fait la vie même est menacée. La vie de la société n'est pas possible. Voilà. Et donc si les citoyens, le forum citoyen, sans l'aide peut-être du Saint-Esprit ni du décalogue, il y a une sorte de prise de conscience de base de dire effectivement la gestation pour autrui, ça ne va pas. En l'occurrence, on met en avant des arguments non bibliques, mais qui sont des arguments fondés en raison, en disant, mais par exemple, c'est très dangereux de faire de la femme, de marchandiser son corps, et pour une femme plus vulnérable qu'une autre, elle sera tentée de vendre son ventre pour cette gestation, et donc ça ne va pas. Et je pense, voilà, pour moi, c'est un petit peu l'anti-68 ou le décalogue retrouvé en disant oui, il y a des interdits qui sont fondateurs. C'est vrai pour les citoyens et c'est vrai dans l'Église catholique. Et je pense que c'est vrai aussi, malgré toutes les différences protestantes,
des confessions protestantes. Ce que je voulais dire, c'est que je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, vu ce que disait Jean-François Mattei, vu les avancées de la science, vu les questions que ça pose, par exemple, je voyais hier une émission sur les embryons surnuméraires. Aujourd'hui, il y en a, je ne sais pas combien de centaines de milliers, et ils n'ont pas de statut. On ne sait pas quoi en faire. Et donc, on se rend compte qu'il y a une vraie question. Même si on ne veut pas se poser des questions éthiques aujourd'hui, si on est totalement dans l'absence de références religieuses ou intellectuelles ou morales, je ne sais trop quoi, on est bien obligé de voir qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes qui touchent à l'homme, à la nature de l'homme, à sa destinée, à sa dignité. Et donc là, les religions ont un rôle très important, non pas pour dire, écoutez, non, vous l'avez bien dit, les vraies valeurs, ce sont les nôtres, elles sont universelles, il faut que vous y veniez, mais comme témoin, c'est-à-dire en disant, écoutez, dans ce débat-là, il y a un débat que vous posez, tout le monde se le pose, nous avons une pierre à apporter dans ce débat-là, nous avons l'histoire de l'Église, nous avons la Bible, nous avons des questions qui étaient posées par les théologiens, on a des réponses, on ne dit pas on va vous les imposer, mais on a des éléments pour participer à ce débat comme témoin, d'une histoire, d'une histoire spirituelle et de convictions qui nous sont propres. Mais je pense que là, il y a une grande chance pour nous. Il ne faut pas qu'on se rate, quoi. Il faut qu'on participe à ce débat, qu'on soit des témoins dans ce débat, mais qu'on ne dise pas, voilà, écoutez, nous avons la vraie pensée, il va falloir vous mettre à ce que nous pensons. Je crois que c'est très fragile, le débat sur les questions éthiques. Et je pense qu'on a tous notre place et notre rôle, mais à condition de bien jouer, de bien être là où il faut, et pas être dans une position de domination. On n'est pas dans une position de domination, on est un parmi tant d'autres de cette société, elle est plurielle, mais dans ce débat pluriel, je pense que les églises ont une carte à jouer formidable parce qu'on attend quelque chose d'elles. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Samuel, je reprends un propos d'Axel Kahn, il disait que les clivages, à son avis, passent plutôt entre les scientistes, ceux qui mettent la science au sommet, et les pragmatiques de l'autre, plutôt qu'entre marxistes, francs-maçons ou hommes de foi. Qu'en pensez-vous de cette remarque? Moi, je pense que c'est une remarque très pertinente. Je vais vous donner un autre exemple, qui n'est pas celui d'Axel Kahn, c'est celui d'un parlementaire qui est député maire de Paray-le-Monial, qui est Jean-Marc Nem, que j'ai interrogé il y a très peu de temps, parce qu'il fait partie, je lis mes notes, de la commission de révision des lois bioéthiques, qui siège en ce moment et qui remettra un rapport en novembre prochain. Et il me disait deux choses. Cette commission, d'une part, ça sert à trois choses. Elle sert vraiment à quelque chose. Contrairement à l'agitation de l'Assemblée, pour une fois, on a le temps de se poser. Ça dure 6 mois, minimum 1 jour par semaine. On auditionne des scientifiques, des religieux, des philosophes. Donc on a le temps pour une fois de réfléchir. Et surtout, troisièmement, je reviens à votre question de tout à l'heure, en fait, il n'y a plus de droite, plus de gauche. Il y a des gens qui agissent sur ces questions-là. Sur ces questions, il n'y a plus de droite ni de gauche. Il y a des gens qui parlent avec leur conscience, ou ce qu'il en reste. Mais généralement, les gens qui vont être volontaires pour aller à ces commissions. Donc il y en a une trentaine. Il se trouve qu'il y en a 10 qui siègent. Les autres, peut-être, siègent un peu moins. Mais je trouve que c'est très, très encourageant parce que un député, par exemple, qui est passionné par ces questions, lui-même, en fait, il n'y a aucune peur et aucune crainte à avoir face au débat, que ce soit la philosophie. Tous les apports sont bons. Et je voulais juste souligner une chose qui va de soi, mais je le rappelle devant Jean-Luc. L'apport de l'Église catholique à ce débat bioéthique, il n'est pas théologique, il n'est pas spirituel, il est fondé en raison. Tout simplement parce que c'est très difficile de parler à tous les citoyens français avec des arguments d'autorité. Si quelqu'un n'a pas la lumière de la foi, c'est très difficile de lui dire, bon, comme le pape l'a dit, c'est super bien. Non, mais par contre, par exemple, comme tel ou tel scientifique l'a dit, ou comme telle ou telle donnée le permettent, voilà, une question se pose. Êtes-vous d'accord que la question se pose? Alors, Jean-Luc Mouton, les protestants ont plutôt la réputation de ne pas trop avoir envie de faire la morale aux autres, en quelque sorte. Là, on n'est pas dans la morale. On est dans un rôle légitime des églises. Tout à fait. Mais la différence, c'est pas tellement sur la morale. Nous sommes pour la morale. Mais c'est ce que vient de dire Samuel. Je crois qu'il y a là une petite différence. Ce qu'il vient d'expliquer, c'est un peu la théologie thomiste, c'est-à-dire c'est fondé sur la raison. Et nous pensons que c'est pas forcément... Si c'était fondé sur la raison, ça s'impose à tout le monde. Sauf que c'est encore en débat. Et nous pensons que ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ce sont des valeurs dont nous témoignons comme étant pour nous centrales, essentielles, comme touchant à la dignité de l'homme, mais nous ne pouvons qu'en témoigner, nous ne pouvons pas les proposer comme des valeurs qui s'imposent à toute raison raisonnante. Il faut qu'il y ait un choix. Alors je ne dis pas que c'est un choix de foi, mais il faut qu'il y ait un choix d'accepter déjà le débat avec une institution religieuse, mais aussi peut-être nous comme proposer, comme au moment où je crois que Jean-Paul II parlait d'experts en humanité, moi je veux bien qu'on dise ça de la part des chrétiens. Nous avons une certaine forme d'expertise, c'est pas la seule, mais cette expertise-là, il faut qu'on la mette au débat. Et dans le débat, elle a sa place aujourd'hui.
Alors, il y a parmi les débats que vous signaliez aujourd'hui, il y en a un qui est particulièrement complexe et aigu, c'est le débat sur l'utilisation des embryons, des cellules embryonnaires. Donc, débat sur le fait qu'il y a un statut aujourd'hui d'exception sur cette utilisation pendant un temps donné. Donc, tout le débat porte sur le fait de savoir est-ce qu'on va prolonger ce statut, est-ce qu'on va, comme aux États-Unis éventuellement, pouvoir utiliser les cellules embryonnaires, est-ce qu'on va les interdire ? Là, les églises ont un rôle à jouer. Comment peuvent-elles se faire entendre? Parce que manifestement, la communauté scientifique également est divisée là-dessus. C'est vrai, mais je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Luc, sur la question de la recherche sur l'embryon, oui ou non. Par exemple, à Famille Chrétienne, on a interrogé Jan Wilmuth. Jan Wilmuth, ce n'est pas un théologien. Le papa de la brebis de lit. Exactement. Qui, jusqu'à une date très récente, a pratiqué, enfin, c'était le top pour le clonage. Donc, c'était pas vraiment un truc Made in Vatican. Et lui, en fait, à un moment donné, il a changé de voie. Alors, on pourrait dire que c'est une conversion, c'est ça que ça veut dire, la conversion, changer de voie. Mais lui, c'est pas pour une raison religieuse, c'est pour une raison pragmatique, comme ce mot est sorti tout à l'heure. C'est de dire, bon, il y a deux façons de faire. Soit on fait les recherches sur les cellules souches embryonnaires, qui donne certains résultats, mais selon lui, pas beaucoup de résultats. Par contre, il y a une autre voie qui, selon lui, est beaucoup plus prometteuse, que lui vient d'emprunter, c'est la recherche sur les cellules souches adultes. Donc ce qui est très important, enfin, ce que je trouve très important à souligner, c'est que ce que disait le Vatican depuis, je ne sais pas, au moins 10-15 ans, enfin le Vatican, c'est-à-dire des scientifiques travaillant au Vatican, en disant il y a une voie nouvelle de la recherche cellules souches adultes, eh bien on voit de grands scientifiques qui empruntent cette voie. Et il nous a dit, je suis désolé, je ne peux pas vous faire plaisir au point de vous dire que pour moi, l'embryon est un être humain. Pour moi, ce n'est pas un être humain. Mais je vous dis simplement, en termes d'efficacité, c'est la voie efficace. Donc moi, je prends ce qui marche. Alors, Jean-Luc et Samuel, on a tiré un premier bilan de ces états généraux. Comme vous le disiez, il y a un rapport qui sera remis à l'automne pour la suite des événements. Je vous propose de passer à notre rubrique suivante, à la une. Jean-Luc Mouton, je crois que Réforme s'intéresse aussi à d'autres sujets et d'autres anniversaires. Oui, donc nous avons fait un numéro spécial, et c'est ça l'information, sur, alors on appelle ça les enfants de Calvin, donc on est toujours dans l'année Calvin, mais on l'a fait avec nos amis de la Croix. Alors moi j'ai travaillé à la Croix comme chef de service politique, donc je connais des amis là-bas. Dominique Aignot est quelqu'un de très proche, mais nous avons fait un travail commun, en confondant nos sources, en parlant de Calvin, comme parlait de Calvin de l'Église catholique à l'époque, comme on en parle aujourd'hui. Donc on a essayé de mélanger nos connaissances, nos appréciations, nos jugements sur cette histoire-là. Et c'est tout à fait un travail qui est unique, parce que ça ne sera pas fait. Les protestants passent beaucoup de temps à parler de Calvin entre eux, et puis les catholiques voient ça un peu plus loin, c'est quand même c'est un peu dur. Ce Calvin est un peu sévère avec l'Église catholique, il est plus que sévère même. Mais ça, l'intérêt de ce travail-là, c'est qu'on a abordé toutes ces questions ensemble. Et il y a 500 ans que ça, je dis pas que ça n'a pas été fait, parce qu'il y a un travail œcuménique qui est fait depuis des dizaines et même des dizaines d'années. Mais disons que reprendre cette histoire-là, ensemble, à nouveau frais, et l'examiner en toute confiance, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur tout, on a des appréciations différentes, mais on a la volonté d'aborder les choses sereinement et en pleine confiance avec les autres. Et c'est peut-être ça l'œcuménisme. Le vrai œcuménisme, c'est pas de gommer les différends, c'est pas de dire que tout est pareil, c'est pas de dire que l'histoire n'a pas existé, mais c'est de dire, voilà, là nous nous reconnaissons complètement frères, proches, là il y a des différences, et puis ça c'est intéressant parce que ça nous sépare, et ça peut-être nous enrichit les uns les autres. Et vraiment dans la confiance et dans la clarté. Et ça, ce travail-là, on a pu le faire avec la Croix parce qu'on a de bonnes relations, mais pour moi il est exemplaire un peu d'une démarche œcuménique, c'est-à-dire pas de confusion, mais en même temps une vraie confiance, un vrai respect et affection, amour des uns des autres. Donc on a sorti ce document qui est le même. La Croix, samedi, dimanche, aura le même texte signé par les mêmes journalistes. Ce sera dans la Croix et dans Réforme en fin de semaine. Je crois que vous nous avez mis l'eau à la voilà. bouche suffisamment pour vous verrez, en plus ce sera intéressant. Pour que nous nous précipitions sur ce numéro spécial. Samuel, rapidement. Alors rapidement, je pense qu'on pourrait se précipiter aussi sur le livre de Jean-Luc Mouton, dont Famille Chrétienne a fait une recension il y a quelques semaines, qui s'intitule simplement Calvin. Ça fait un peu de courrier à Famille Chrétienne. Pas seulement parce qu'on dit du bien de Calvin, moi j'ai découvert plein de choses, notamment une, alors c'est peut-être pas celle qui vous intéresse le plus Jean-Luc, mais en tout cas c'est très bien relaté dans ce livre, c'est comment est-ce que pour Calvin ça a été une déchirure très forte, très intime, que de quitter justement l'Église catholique. Pour lui, il n'a pas du tout fait en sifflotant. C'est un acte très grave. Oui, une rupture grave. Une rupture grave. Et en tout cas, on apprend 10 000 choses sur Calvin.
et sur le christianisme. Et en tout cas, lire, c'est un bon œcuménisme que de lire l'ouvrage de Jean-Luc Mouton. Ça, c'est gentil. Ultime rubrique, en bref. Alors, je ne pouvais pas terminer cette émission sans faire allusion à quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre. C'est l'histoire de la burqa, qui n'est pas un problème religieux, a dit Nicolas Sarkozy, mais un problème de dignité de la femme. Elle n'est pas la bienvenue sur le territoire. Alors, il y a en effet, on le sait bien, un débat, notamment chez les experts du Coran, à propos du port du voile intégral chez la femme musulmane, qui n'est seulement prôné, on le sait, que par des mouvements radicaux. Burqa bleu en Afghanistan, ou niqab, cette robe noire que l'on voit surtout dans les pays du Golfe. L'État français peut-il rentrer dans ce débat interne à l'islam sans donner de nouveau le sentiment de stigmatiser une religion? C'est une question que l'on pourrait poser. Et si ces tenues semblent a priori incompatibles dans des cas précis, notamment dans la fonction publique, on le sait très bien, doit-on pour autant instaurer en France une police des rues pour ces tenues vestimentaires, comme cela se voit justement dans certains pays? Le travail de la mission d'information parlementaire qui a été mis en place ce mardi par les députés ne semble-t-il pas bien délicat? Alors très rapidement, Jean-Luc Mouton, délicat ce problème. C'est très délicat. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne faut pas que l'État réglemente tout et intervienne en matière vestimentaire, même si, effectivement, ne pas voir le visage d'une personne, c'est un problème, c'est inquiétant. Je trouve qu'effectivement, ça pose des problèmes. Mais de faire des lois, de légiférer, d'empêcher, parce que la démarche n'est pas la même en France et en Afghanistan ou dans les pays musulmans. En France, c'est une affirmation identitaire, c'est une revendication. Si c'est des adultes, ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des jeunes filles qui font ça. Donc, il y a une autre manière peut-être d'aborder la question que de l'interdire. Nous y reviendrons. Cette émission s'achève. Je vous remercie d'y avoir participé, Samuel et Jean-Luc Mouton. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, mais aussi à vous souhaiter de très bonnes vacances. Au revoir.